Nous sommes ensemble encore sur la chaîne Ndabaga TV, une chaîne sur laquelle nous partageons et nous échangeons les idées. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale car nous avons l'honneur d'accueillir un invité que vous avez déjà vu, qui nous a donné son témoignage sur Kilton Bigo. C'est Moïse Kakule Kaonga. Aujourd'hui, il est revenu pour nous parler de sa vie bénie, notamment du massacre qui ont lié à Béni. Mais avant de commencer, je vais lui laisser la parole. Moïse, la parole est à toi. Merci beaucoup, maman. Et je dis bonjour à nos téléspectateurs. Moi, c'est Moïse Kakule Kaonga à partir de Butembo au Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Merci Moïse. Et nous avons, c'est toujours avec joie que nous échangeons avec toi. Et aujourd'hui, tu as souhaité nous parler des bénis. Et avant d'aller dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous présenter Béni et où tu habites et c'est quoi comme ville pour les gens qui la connaissent pas? Okay. Pour ceux qui ne connaissent pas Béni, Béni c'est une ville de la République du Congo. Et Béni c'est le nom d'une ville et d'un territoire. Pour dire que Béni donc c'est une ville à la République démocratique du Congo, et vraiment c'est un territoire à la République démocratique du Congo. Alors, Béniville, c'était carrefour économique. Je peux dire que Béniville, donc, c'est un centre où il y a la montée pour l'Afrique du Nord, pour l'Afrique du Sud, ici pour l'Afrique de l'Est et pour l'Afrique de l'Ouest. Pour dire que c'est un beau carrefour commercial. Béniville, c'est un grand centre agricole où il y a du café, du cacao, du bois, du papaye et autres cultures. Et bien sûr, Béniville, c'est une ville où il y a plusieurs autres cultures de la République démocratique du Congo. Il y a les Nandi, les Waïra, il y a d'autres cultures aussi qui se trouvent à Béniville. Et Béniville c'était lié administratif dans notre province Nord Kivu. À part la ville de Goma, c'est Béniville qui est le deuxième lieu administratif. Actuellement, Béniville aussi, c'est un grand lieu militaire. Il y a beaucoup de militaires actuellement à Béniville à cause de ces atrocités qui se passent à Béniville. Et ça, en fait, la cartographie de Béniville. Mais aussi, Béniville, c'est le débit, je peux dire, de la grande forêt équatoriale. La forêt équatoriale commence à Béni. Et comme ça commence à Béniville, il y a une grande forêt à partir de Béni en allant dans la province, l'ex-province orientale, actuellement la province du Touri. Du coup, en fait, pour les gens, donc, ce que tu viens de nous dire, Moïse, c'est que quand on est dans le Kivu Nord, il y a la grande ville de Goma et après, il y a Béni, c'est la seconde ville administrative. C'est ça exactement. Aujourd'hui, tu as souhaité nous parler des massacres, des atrocités qui ont lié à Béni. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que ces massacres ont commencé? Merci pour la question. Je vais parler comment donc est le début de ces massacres. D'abord, avant les massacres de Béni, il y avait un phénomène qu'on appelle le phénomène kidnapping. On kidnappait les cultivateurs, les paysans qui partaient dans leurs champs, qui partent dans ton champ, qui quittent la ville de Béni pour aller à profondeur dans la forêt, pour aller faire votre champ. On kidnappe et on n'a pas de traces. Ces phénomènes ont commencé depuis donc, 2012, tout juste après les élections, les deuxièmes élections de la République démocratique du Congo. Après ces élections, c'était le début de ce phénomène de kidnapping. Et ça en avait créé une grande terreur dans la population. Comme on kidnappait beaucoup les voyageurs, beaucoup les gens qui partaient pour Béni, pour aller dans d'autres provinces, à passer comme Béni, c'était un grand carrefour commercial. Beaucoup de gens ont trouvé là-bas, les leurs ont été kidnappés. Jusqu'à ce que même on a kidnappé 3 prêtres assomptionnistes de la paroisse de Mbaou. C'est après ce phénomène de kidnapping et que le président de République à l'époque, qui était Joseph Kabila, avait décidé d'envoyer un commandement stratégique à Béni, qui était chapeauté par Mamadou Moustapha Ndala. Ce commandement avait comme mission de venir libérer tous ces kidnappés qui étaient autour de plus de 800 citoyens qui étaient déjà kidnappés. Alors c'est à partir de ça que le commandement était arrivé à Béni, avait remporté les trèfles sur le M23 au sud de la province Nord Kivu. C'est avec ça maintenant que, après l'arrivée du commandement, après leur planification, que nous avons eu les premières atrocités, d'abord avec la disparition du général Mamadou Moustapha Ndala, et puis 8 mois après sa mort, pour dire le 2 octobre 2014, c'était le début des massacres. On a commencé à massacrer les gens, et c'est comme ça que les massacres ont commencé à Béniville et Béni territoire. Et ces gens qui ont été kidnappés, les 800 paysans, ils ont été retrouvés ou pas?
Ou aujourd'hui, on ne sait toujours pas où... On n'a jamais retrouvé tous ceux qui ont été kidnappés. Jusqu'actuellement, on n'a jamais retrouvé leurs traces. Ils sont disparus, nous comptons peut-être pour dire qu'ils ont déjà été tués, morts, tous. Parce que personne n'a jamais revenu pour dire qu'il est rescapé de ceux qui ont été kidnappés. Comme c'était la mission d'abord, la première mission c'était d'abord de ramener tous ceux qui ont été kidnappés. Mais actuellement, la mission est d'abord d'éradiquer ceux qui sont dégorgés. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots, nous donner un exemple des massacres? Parce que quand on en parle, il y a des gens qui ne savent pas que ces massacres ont lieu ou qui vont lier. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un événement qui se passe à Béni aujourd'hui, un exemple? Je vais prendre l'exemple, par exemple, des massacres qui se sont déroulés récemment en fin décembre. Donc, en fin décembre, surtout avec les festivités de fin d'année. Il y a eu des massacres, des atrocités à Mutuanga Nzenga, ici qu'à Boulongo. Ces massacres se passent d'une manière stratégique. Les troupes arrivent, ils commencent à prendre les paisibles populations. On vous tire, on vous égorge. Je peux dire comme des animaux à l'abattoir. C'est ce qui se passe à Béni. Comme des animaux à l'abattoir. Vous allez trouver, les photos sont vraiment très catastrophiques. Des fois, les gens n'ont pas besoin de voir même les photos des massacres. Alors, si nous ne sommes pas capables de supporter cela, nous nous demandons comment les humains comme nous arrivent aussi à tuer de cette façon-là les autres. Ça devient très compliqué. Un humain arrive à couper la tête, à décapiter les parties du corps humain. C'est toujours atrocique. Donc vraiment, les photos, si vous avez les photos surtout des massacres de l'Océlos qui sont passés le 28 décembre 2020, tout le monde n'arrive pas à comprendre. Donc c'est vraiment très inhumain, très catastrophique. C'est pourquoi c'est difficile toujours de parler de la situation, mais nous nous étonnons pourquoi pas les gens ne voient pas cette tragédie qui se déroule à Béni. On voit les photos, ça témoigne vraiment réellement que c'est très compliqué. Et c'est très catastrophique. Il y a eu beaucoup de gens qui nous ont quittés dans les massacres de Mutuanga, Nzenga et aussi Boulongo. C'est vraiment catastrophique. Et du coup, vous, donc, c'est vrai que quand on suit l'actualité, c'est quelque chose qui est assez difficile à suivre, même à envisager, et même à comprendre que ça puisse se passer dans la région des Grands Lacs, et quand on sait que tout le monde a crié Never Again, plus jamais c'est là. Mais moi, je voudrais m'intéresser à vous comme citoyens qui vivaient à côté de ces atrocités. Quel est le climat qu'il y a à Béni actuellement? Ok. Actuellement, je peux dire que la ville de Béni est presque invivable par rapport au temps passé. Surtout depuis le début du massacre, la ville est devenue presque invivable. Parce que tous les jours, ce sont des plaies, tous les jours, c'est enterré déjà dans des fosses communes, c'est très compliqué. Alors, comme je te dis, c'était un grand centre agricole. À l'époque, il avait donc à manger. Les gens partent au champ, les gens récoltés. Actuellement, c'est le pire contraire. Les gens ne partent plus au champ pour avoir peur d'être massacrés. Donc, la nourriture fait défaut. Donc, il y a une grande famine dans la ville de Béni. Et Béni, c'était une ville qui servait à ravitailler la ville voisine de Butembo. Et Butembo, donc, devait toucher. Béni devait être ravitaillé par exemple, la localité de Mutuanga. Nzenga, on peut prendre aussi donc, tous les secteurs de Rwenzori dans le territoire de Béni. Actuellement, qui est maintenant les champs de bataille des égorgeurs. Donc, pour dire qu'actuellement, Béni est totalement invivable. Sur du point de vue nourriture, du point de vue scolaire, les élèves, comment on va les scolariser? La plupart des citoyens, ce sont des produits pour donner à quoi manger et donner aussi à quoi s'habiller, donner aussi les frais scolaires pour leurs enfants. Donc ça devient très compliqué. Beaucoup sont devenus des veufs, des orphelins. Tous ces orphelins-là, ils sont à la portée de qui? Personne ne les supporte. Donc, imaginez-vous déjà un enfant de 7 ans, 8 ans commencer à se débrouiller. Toute sa famille, peut-être lui, il était le seul à être sauvé, mais on a tué toute sa famille, on a tué tous les parents. Quoi dire? Pour dire que le monde, même si le monde semble être aveugle à ce qui se passe à Béni, mais c'est inhumain. Le monde doit voir. Béni, nous sommes en train de souffrir. Nous sommes, bien sûr, nous sommes très loin, cachés presque dans la République démocratique du Congo, mais ouvrons nos yeux, regardez, jetez un coup d'œil sur Béni, parce que Béni a besoin de nous. Béni a besoin de l'aide, parce que ce n'est pas inhumain. Plutôt, ce n'est pas humain. Imaginez, on peut prendre des familles
vous étiez bien logés, bien quoi, mais on incendie toutes les maisons des villages, on incendie même tous les habits, on incendie tout ce que vous avez. C'est vous pouvez vous retrouver réfugié à Béniville, Béni-Centre, ça rien, seulement avec les habits que vous portez. Imaginez ça, c'est très difficile pour vous dire que Béni est vivable, il n'y a pas la vie, c'est ce que nous pouvons conduire. Merci beaucoup Moïse pour votre réponse. Est-ce que vous savez, vous, qui est responsable de ces atrocités? Qui sont les commanditaires? Est-ce que vous, la population là-bas, avez-vous pu identifier qui vous attaque, qui s'attaquait à vous? Ok, merci pour la question. C'est une question, je peux dire, très militaire ici parce que c'est ceux qui sont sur les champs de bataille qui peuvent être censés d'y répondre, mais au moins aussi la population, nous pouvons censés de donner nos hypothèses dans ça, cela. Mais il y a des hypothèses pour dire que tu as béni. À Béni, pour le moment, d'abord pour le gouvernement, il doit avoir des hypothèses des ADF. Mais actuellement, nous commençons à nier l'hypothèse parce que jusqu'à présent, les services de sécurité n'ont jamais montré des ADF qu'on a tués, n'ont jamais nous montré les ADF capturés, dignes qui vont se dire nous sommes voici les ADF qu'on a capturés et dire leur plat. Les services de sécurité n'ont jamais dit voici là où se localisent les ADF et voici comment ils se ravitaillent. Même le schéma de ravitaillement des ADF n'a jamais été suivi. Et même jusqu'à présent, les services militaires ne nous ont jamais dit si on a déjà délocalisé combien des ADF qui ont déjà quitté la région et puis ils ont fait un mouvement quelque part. Jamais. Donc la forêt presque est fantôme. Alors c'est pourquoi nous avançons des hypothèses pour dire que les ADF sont même dans notre armée, dans les FARDC. Comment c'est là? Nous pouvons prendre les ex-M23 qui ont été déguisés en FARDC, les ex-SNDP, et beaucoup d'autres miliciens connaissaient d'où ils venaient à plus de 700, 800, même 1000, qu'on disait qu'ils vont dans les rangs des armées. D'où venaient ces miliciens? Parce que dans la région de Béni, on n'a jamais eu des milices qui ont même 700 hommes, 1000 hommes. Mais récemment, on a eu ces milices-là et on disait qu'ils vont dans les FARDC. Pour dire que dans les FARDC, il y a deux commandements. Le commandement militaire loyal et le commandement militaire des égorgeurs. Les égorgés se trouvent même dans l'armée. Donc pour dire que pour pacifier la région, il faut d'abord dénicher ces égorgeurs dans l'armée. Deuxièmement, nous condamnons aussi la MONUSCO. La MONUSCO qui est là pour reprendre la communauté internationale. Mais des fois, au-dessus, à côté des cas de la MONUSCO. Pour dire que la MONUSCO aussi est complice de ces massacres. Voilà pourquoi je peux dire que ce sont les exécuteurs sur terrain. Nous voyons les FARDC et la MONUSCO. Maintenant, les vrais commanditaires, là, je cite l'ex-président Joseph Kabila Kabange et le président Paul Kagame du Rwanda. Ce sont les deux grands commanditaires de ces massacres. Si la communauté internationale voyait même poursuivre ces deux gens, c'est peut-être avoir l'esprit de dire que nous serons... Sur quoi vous basez-vous pour dire que c'est, par exemple, Paul Kagame qui est commanditaire de ces massacres et Kabila? C'est vrai que les deux travaillent ensemble, mais quoi vous basez-vous pour dire cela et quel serait leur intérêt? Ainsi, j'avais écouté les rapports des Nations Unies qui a dit qu'il y a des troupes rwandaises qui ont entré à la République du Congo. Pour faire quoi à la République du Congo? Depuis longtemps, on dénonce les incursions des troupes rwandaises. Pour dire que ces troupes rwandaises viennent comme des béquilles pour appuyer les égorgeurs qui sont à Béni. Ces troupes rwandaises n'entrent pas en RDC pour rester à Kibumba. Non, ces troupes rwandaises ils montent vers le lac Édouard, ils viennent rejoindre le secteur Rwenzori qui est actuellement les champs des atrocités des massacres. Depuis longtemps, nous décrions Paul Kagame a un plan machiavélique qu'il exécute au nom de la communauté internationale. Ce plan, c'est de parvenir à la balkanisation de la RDC. Et cette balkanisation semble commencer avec ces massacres. Parce que la guerre qui se passe à Béni, c'est une guerre d'occupation. Il y a des réfugiés rwandais qu'on est en train de venir amener vers Béni, surtout en allant vers Béni et Ituri, vers Bog. Il y a des réfugiés rwandais. Ces réfugiés nous viennent d'où? On ne sait pas. Paul Kagame n'a jamais justifié pourquoi on envoie ces réfugiés. Dès qu'on envoie ces réfugiés, ce sont d'eux qui créent un espace pour eux. Parce qu'à la merci des autochtones, les autochtones, on les chasse de leurs champs pour donner l'espace à ces réfugiés. Pour votre information, quand Oti à Béni, actuellement, on est en train de récolter des cacao. Qui récolte les cacao des paisibles que fuient leurs chiens? Et ce sont ces réfugiés qui se déguisent aussi en ADF, qui accompagnent les égorgeurs. Maintenant, ils occupent les champs et ils récoltent
les produits d'ivriers des rescapés. Pour vous dire que Paul Kagame cache un très grave place secrète de la communauté internationale. Maintenant, ce plan est appuyé par M. Joseph Kabila, qui est l'exécuteur, lui qui a une force militaire puissante en RDC. C'est pourquoi les deux déjà là, je suis en train de dire, ce sont les deux grands commanditaires. Ils sont comme des boucs émissaires de plats de la communauté internationale. Et du coup, que font les autorités congolaises? Et donc, on a Félix Antoine Tshisekedi, lui, avec son gouvernement, ils font quoi pour la population à Béni? Oui. D'abord, le gouvernement de Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir car l'événement des massacres venait de durer plus de 5 ans. Actuellement, cette année, nous allons faire la 7e année qu'on est en train de corriger. Le gouvernement de Kinshasa est complice de ces massacres qui se passent à Béni parce qu'ils ont un silence total. Ils sont indifférents. Aussi, on n'a jamais écouté même un mot de condoléances qui est lancé par le président lui-même à la chaîne nationale. Aussi, tu ne verras jamais sur la chaîne nationale congolaise des photos ou bien parler de la situation de Béni. C'est très horrible pour dire que le gouvernement congolais est complice de ces massacres. Le président lui-même, il prend même le courage de dire qu'il vient mettre fin au massacre. Maintenant, il amène à Ben une chaîne de commandement très infiltrée, jusqu'à ce que l'ennemi infiltre la chaîne de commandement jusqu'à la défense militaire. C'est très grave ça. C'est pourquoi on peut dire le président lui-même, s'il veut pacifier la région de Béni, il doit prendre toutes les responsabilités possibles. D'abord, de prendre une chaîne de commandement digne à son nom, pour dire ici. Parce que les chaînes de commandement que le président nous présente, ça montre aussi sa complicité. Les silences qu'il nous présente, ça montre aussi sa complicité. Béni est abandonné par le gouvernement congolais. Béni même est abandonné par les restes du pays. Pour dire que Béni semble être... Nous sommes vraiment, nous manquons comme si nous sommes des humains qui existaient encore parmi le monde actuel, soit vraiment c'était complot pour vraiment exterminer. Parce que cette guerre d'occupation est en train de se réaliser. Petit à petit, nous allons nous retrouver dans un pays où il y a déjà des occupations. On ne sait pas si la plupart des chercheurs parlent des occupations rwandaises, d'autres parlent des occupations ougandaises. C'est pourquoi, à la merci de tout ceci, le gouvernement nous a déjà abandonnés. Parce que ce n'est pas... C'est-à-dire que le gouvernement est incapable. Le gouvernement n'a pas seulement la bonne volonté de mettre fin à ce massacre. C'est pourquoi nous disons que même notre gouvernement est complice. Et du coup, pour finir, qu'aimeriez-vous dire à ceux qui vont regarder cette vidéo, notamment à ceux qui habitent à Béni? Quel message aimeriez-vous leur dire? Je vais lancer un message d'espoir à notre peuple de Béni, du Tembo, pour dire qu'il n'est jamais trop tard. La paix est encore possible. L'unité, la réconciliation est encore possible. Je veux dire au peuple de se prendre à charge, de se mobiliser pour voir comment mettre fin à ces massacres, de jeter en loin nos différends, parce que nous sommes des frères unis dans le Christ et nous sommes des frères de sang. Notre peuple de Béni, du Tembo Lubero, doit se prendre à charge. Parce que nous ne pouvons pas compter au gouvernement qui est complice, ce n'est pas dire que notre oppresseur va donner une solution. Nous ne pouvons plus compter encore à notre armée qui est vraiment totalement infiltrée jusqu'à même dans la chaîne de commandement et dans la défense militaire. Nous ne pouvons pas compter à la communauté internationale lui-même qui est complice dans ce massacre. Donc nous devons compter sur nous-mêmes pour dire que la paix à Béni viendra de l'effort de ses propres citoyens, de ses autochtones qui vont se prendre en charge. Que nous puissions nous prendre en charge pour vraiment relancer les systèmes de paix. Que nous puissions nous prendre en charge pour vivre en paix. Que nous puissions nous prendre en charge pour chasser cet ennemi qui nous fait des cauchemars du lundi au samedi, tous les jours, matin, midi, soir. Ce sont des cauchemars sur cette situation. Que les peuples de Béni, Butembo, Lubero se prennent en charge. Personne ne viendra nous sauver si ce n'est pas nous. Merci beaucoup Moïse et Kakule Kaonga. Nous avons l'exemple parfait d'où peut mener l'impunité. L'impunité parce qu'on a pris ce qui était des anciens milices armées, on les a mélangés avec l'armée sans jamais leur demander ce qu'ils avaient fait, sans jamais prendre le temps qu'ils réfléchissent à ce qu'ils avaient fait. Au nom de l'illusion de la paix, on les a mis dans l'armée. Et aujourd'hui, nous avons un peuple qui est à la merci de sa propre armée et des autorités qui ne veulent absolument pas bouger, et la communauté internationale qui, encore une fois,
observe de loin et ne veut pas intervenir. Alors, mais moi aussi, je vais dire au peuple de Béni que vous devez être maître de votre destin, que vous devez parler, parler et parler pour que les mondes anciens sachent, parce qu'ils peuvent fermer les yeux, mais quand ça sort, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. C'est ce qu'ils nous disent souvent, nous ne le savions pas. Et aujourd'hui, c'est en ça que je te remercie d'être venu, de nous en parler. Je remercie tous les gens qui travaillent autour de la région des Béni pour parler et pour dire stop, stop au massacre, stop aux atrocités. Parce que c'est en parlant que ça va s'arrêter. Nous, en tant que citoyens du monde, des peuples des Béni, nous avons l'obligation d'en parler pour que le monde entier sache et que ce qu'ils ont la possibilité d'agir puissent agir. Le docteur Denis Mukwege a dit on ne peut pas construire la paix sur l'impunité et Béni est l'exemple parfait de d'où peut mener l'impunité. Il y a Béni, il y a ce qui se passe au Rwanda où encore on a une armée aussi qui s'en prend à sa population. Le monde que nous devons construire demain, c'est un monde qui est basé sur la justice où même les gens qui ont tué, tout à l'heure tu nous disais tu ne comprends pas comment les gens puissent avoir la force de décapiter leurs semblables parce qu'on peut pas voir, on peut pas supporter la vue des photos. C'est parce que ces gens-là, on n'a pas pris le temps de leur apprendre la valeur de la vie humaine. Et on les a donné des armes sans jamais prendre le temps de leur apprendre la valeur de la vie humaine, de l'humanité et de la bonté. Vous, la jeunesse, et nous devons nous lever pour apprendre aux gens que la vie humaine a de la valeur. Instant, je te remercie et je voudrais te demander si tu as un dernier mot pour dire au revoir à ceux qui vont visionner la vidéo. Oui, merci bien. Dernier mot. Premièrement, je vous félicite aussi pour être la voix des savoirs du peuple de Béni-Yonda meurtri, mais aussi pour dire que, en dernier, je veux dire que le monde entier doit savoir qu'à Béni, ce qui se passe, c'est un génocide. Et génocide, donc, il faut une nécessité d'une urgence mondiale. Nous avons besoin de l'urgence, nous avons besoin de l'assistance de tout le monde, que tout le monde puisse vraiment dire ce problème et dire que nous puissions un jour mettre fin à ce problème qui se passe à Béni, parce que ce n'est pas humain vraiment. Ce qui se passe à Béni est très catastrophique. Nous avons besoin de l'aide de tout le monde qui voit vraiment la douleur, qui voit vraiment ce que nous traversons, qui voit vraiment que c'est invivable ce que nous traversons. Que tout le monde nous vienne en aide. En particulier, nous lançons un appel à notre gouvernement de nous regarder, à notre gouvernement, de faire leurs possibilités, de s'engager, de mettre en pratique les peuples au centre de leur mission, parce que Béni, le peuple de Béni n'est pas au centre de la mission du gouvernement. Et faire une priorité cette urgence de Béni. À nos frères rwandais, je leur dis que leur président Paul Kagame est vraiment complice de ce massacre. Qu'il puisse se libérer entre ses mains de ses plus grands sanguinaires. Qu'ils savent qu'ils sont dirigés par la dictature des grands sanguinaires. Qu'ils se libèrent entre ses mains. Libérer les Rwandais entre les mains de Paul Kagame, c'est sauver la région de Grand Lac, c'est sauver Béni. Merci. Merci beaucoup. En effet, si je peux, je ne représente pas tous les Rwandais, mais c'est vrai que s'il y a une population qui est la première victime de Paul Kagame, c'est la population rwandaise. Et nous espérons tous qu'un jour, nous pourrons nous en libérer et nous pouvons demander à la communauté internationale d'arrêter de les soutenir parce que c'est eux qui l'ont mis et c'est eux qui continuent à le maintenir au pouvoir au détriment de la population rwandaise, de la population congolaise, de la population de la région des Grands Lacs. Alors, on peut comme tu disais tout à l'heure, la paix et la réconciliation sont possibles. Il faut prendre les devants et militer pour nous, les peuples de cette région, mais tout en demandant à la communauté internationale arrêtez de les soutenir parce que c'est vous qui donnez la force à Paul Kagame et aux autres quand vous les soutenez sans jamais leur demander le bilan ou d'être comptable. Alors, nous sommes à la fin de notre émission et je te remercie Moïse et Kakule Kayonga d'être encore revenus.
Et je vous remercie, vous tous qui avez visionné la vidéo. Encore une fois, puis-je vous demander de vous abonner, de partager la vidéo ou de donner vos commentaires dans la place qui est en dessous de la vidéo, tout en vous disant à la prochaine.